Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de vendredi à 12h30, le live des rois du Bitcoin. Vous avez été très nombreux à vous abonner sur la chaîne des rois du Bitcoin. Je vous souhaite la bienvenue au sein de la communauté. Vous avez beaucoup commenté également la vidéo qui vous a beaucoup plu. On a travaillé sur de l'économie et de la macroéconomie. Si vous l'avez loupé, je vous invite à aller faire un petit tour. Ça dure un tout petit peu plus d'1 heure. Ça peut être sympa si vous faites du sport. Vous pouvez l'écouter en podcast sans pour autant avoir le nez devant l'écran. C'est toujours très agréable de se remémorer un petit peu tout ce qu'on fait au sein de la communauté et j'espère que ça vous plaira de le revisionner. On va bien évidemment parler Bitcoin. Dans cette vidéo, on va parler de quelques narratifs qu'on est en train de scruter et d'amplifier sur ces derniers mois et qui semblent plutôt nous donner satisfaction. Mais avant cela, je vous donne la raison pour laquelle on va voir ce marché des crypto-monnaies littéralement exploser. Et pour cela, il nous faut confirmer quelque chose. Le consensus, l'ensemble des acteurs du marché, la majorité, s'accordent à dire que Bitcoin ne sert à rien. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre des rois du marché. Vous trouverez le dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est complètement gratuit. Vous pouvez la télécharger en un clic. Je l'utilise depuis plusieurs années. Il m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre toujours autant de satisfaction. Pour la télécharger, rien de plus simple. Direction le site lesroisdubitcoin.com. Cliquez juste ici pour télécharger la stratégie des 4 rois. Et juste avant de partir, si vous venez de mettre un premier pied dans le marché et dans l'écosystème des crypto-monnaies, je vous invite chaudement à télécharger gratuitement les 2 premières heures de l'initiative des rois. Vous avez juste à cliquer sur ce bouton, j'ai besoin d'un prénom et d'un mail, et vous recevez vos identifiants pour accéder à ces 2 premières heures de l'initiative. Et vous savez, ce qu'on cherche sur les marchés financiers, et notamment crypto-actifs, c'est de faire des coefficients multiplicateurs, et pas qu'un peu. Donc je vous fais un petit clin d'œil. Je vous donne un petit tips. Pour toutes celles et ceux qui auront mis leur prénom et leur adresse mail, il est fort probable que d'avant la fin du mois, vous multipliez ces 2 heures par 10. Et on commence tout de suite avec Bitcoin. Bon, j'ai vu beaucoup passer sur les différents réseaux sociaux où certains influenceurs ou analystes financiers de grand talent vous expliquer qu'il y a actuellement en cours des divergences sur des grandes time frames, notamment au RSI en 14 périodes, sur Bitcoin. Moi, je vais vous donner ma représentation et comment je travaille avec l'outil du RSI que vous devez logiquement connaître, puisque c'est un des indicateurs techniques les plus utilisés sur la planète marché financier. Et effectivement, vous avez des énormes divergences depuis le all-time high de 2021 jusqu'ici, mars 2024, avril 2024, avec des grandes divergences. Vous les voyez, elles sont juste magnifiques, hein. Vous les avez en 21 périodes, vous les avez en 14 périodes. Elles sont extraordinairement grandes. Bon, comment on fait pour les confirmer? C'est extrêmement simple. Vous allez prendre le all-time high du RSI, 14 ou 21 périodes ici. Moi, j'utilise les deux, 14 périodes, parce que c'est le plus couramment utilisé, 21 périodes, plutôt un indicateur de RSI institutionnel par rapport à des confirmations en retard. Mais comme on a le temps chez les rois et que je suis plutôt investisseur, bah moi, ça me va très bien d'utiliser le 21 période. Il faut tout simplement clôturer une bougie mensuelle en dessous des 59 798 $. C'est exactement ici qu'il fallait confirmer. Bon. Ici, vous le voyez sur Coinbase, on a eu cette confirmation, mais si vous allez voir du côté du CME, si vous allez voir du côté de Binance, si vous allez voir du côté de BitGet, si vous allez voir du côté d'autres échangeurs, on n'a pas confirmé et clôturé une bougie en dessous des fameux 59 078 $, à peu de choses près ou à quelques dollars près, tout simplement. Et tant bien même, vous avez eu un magnifique ravalement haussier et 2 mois plus tard, on avait fait de nouveaux all-time high qui a tout simplement invalidé cette divergence baissière potentiellement en mensuel. Et encore que, si elle avait été confirmée, qu'est-ce que cela indique réellement? Une consolidation, une respiration de marché. Ça ne veut pas dire divergence égale crash. On va aller un tout petit peu plus loin et on va descendre en time frame. Moi, j'aime par exemple utiliser ici le 14D. Donc en 2 semaines ici. Bon, vous avez des divergences, sur des divergences, sur des divergences, sur des divergences. Oui, très bien. Donc on va regarder si oui ou non, on a bien et bel et bien clôturé une bougie en dessous très exactement des 91 533 $. La réponse est non. Donc parler d'une divergence en 14 jours actuellement sur Bitcoin, c'est faux. C'est une perception, c'est une anticipation.
et à quel point il ne faut pas tenter d'anticiper des mouvements de marché par rapport à un indicateur qui ne nous donne pas toute confirmation. On travaille sur des confirmations et des invalidations. Les invalidations ici, si vous confirmez cette divergence, ce sera un nouveau plus haut. C'est la raison pour laquelle vous serez en fait la contrepartie, si vous faites prendre votre short, si vous décidez de le jouer, d'ajout de liquidité et d'achat forcé au marché. Maintenant qu'on l'a en 14 jours, on va passer en hebdomadaire. Est-ce qu'on a exactement la même représentation? Des divergences sur des divergences sur des divergences? Oui, on a des divergences sur des divergences sur des divergences. Donc on va le prendre ici, on va le prendre très exactement sur ce point-là et on va regarder si oui ou non il y a une confirmation. Et oui, il y a eu une confirmation sur cette bougie très précisément, là, en hebdomadaire, sur cette bougie. Avec une tentative, comme on a fait précédemment, de ravalement pour aller chercher un nouvel ATH, mais non, on continue à dégrader qui pourrait nous donner deux flux baissiers. On peut même aller le voir si vous voulez en daily. Ça veut dire qu'on peut aller chercher des objectifs un petit peu plus bas. Pourquoi pas des zones de rechargement, d'achat, enfin des zones de rechargement au niveau du premier arrêt ou d'achat très court terme. Ici, aux alentours des 85 000 $, on l'a vu, potentiellement on peut l'anticiper. On peut bien sûr également le jouer pour se couvrir, ou ici entre les 0,5 et les 618 de tout précédent mouvement, 72 000 $. Et à quel point ça va être difficile émotionnellement de le garder, mais c'est juste une petite baisse de 20-22%, comme on a l'habitude d'avoir sur les marchés, notamment crypto. Et oui, il y aura très probablement une dégradation supplémentaire sur l'ensemble de nos cryptoactifs. Et encore, rien n'est jamais sûr. Maintenant qu'on a ça, il faut quand même conserver par rapport à une tendance qui a été confirmée, non pas sur les time frames en daily, ni en hebdomadaire, ni en 2 semaines, ni en mensuel, mais ici en trimestriel. C'est la bougie qui nous a été donnée lors du 31 décembre, donc au 1er janvier, exactement à minuit et 1 minute. Ah, c'est tout simplement confirmé. Donc on repasse sur des actifs tendanciels ici vis-à-vis de Bitcoin. Donc avant d'annuler ce type de choses, je vous le dis, si vous voulez voir des divergences, et vous avez une énorme divergence, croyez-le ou non, même si une petite structure très sympa qui est en train de se former, vous avez quand même des divergences. Il faudra tout simplement venir clôturer une bougie, à l'heure où je vous parle, en dessous des 57 300 $. Et c'est là où vous aurez en fait des confirmations baissières, retour en bear market, ou malheureusement invalidation haussière. Elles sont là, nos invalidations, ni plus ni moins qu'ici, sous les 57 000 $. Donc on ne passe pas en dessous des 57 000 $ sur une clôture en trimestriel, eh ben c'est haussier. Voilà, je vous spoil, ben c'est haussier. Bienvenue dans un marché haussier, bienvenue dans le bull run. Et le plus probable qui devrait nous arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, ce que je joue et à fond, c'est une hausse effrénée. Une hausse effrénée, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a ça, je vous invite donc à mettre des alertes, comme je l'ai fait précédemment. Bah, si on vient clôturer tout simplement en dessous des 93 017 $, bougie en mensuel, c'est plutôt bear. On n'y est pas, on n'est que le 13 janvier à l'heure où je vous parle. Et si on vient clôturer au-dessus des 108 338 $, bah, c'est plutôt bull et on continuera tout simplement des targets de AB égale CD, pourquoi pas? Tout simplement. Je joue plutôt la hausse que la baisse, personnellement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir racler des stops. Premier arrêt du précédent flux au niveau de la reprise de flux haussier ou une zone de rechargement d'achat que je considérais et qu'on devra nous considérer comme une opportunité. Que font les whales? Que font les gros portefeuilles? Faisons un petit tour du côté de l'orderflow. Martouf nous l'a proposé encore ce matin ici. Bon, il semblerait que les gros soient à l'unisson depuis le début du week-end. C'est juste formidable. Depuis le 10 janvier, ça repart au niveau des institutionnels, des gros portefeuilles entre 1 et 10 millions de dollars et 100 000 à 1 million de dollars, quand tous les autres sont dans l'attente, tout simplement. On est en attente de quoi? D'acheter sous des résistances, d'acheter sur des cassures et sur des breakouts, ou acheter plutôt dans des extrêmes. C'est quoi un extrême? Un extrême, c'est tout simplement une résistance. On va pas chercher beaucoup plus loin. Donc cherchons ensemble, s'il vous plaît, des résistances. Bah, elle est là la résistance. On en a une. Vous avez en fait des pointes ici, des petites mèches. On n'oublie personne chez les rois. Ici, ici, hop, on vient chercher la mèche. Ici, ici. Bon, vous avez compris, on va pas se mentir. Si vous prenez quelque chose d'assez discipliné, vous voyez que là, c'est une résistance ou un support, si vous voulez. Un support, parce que résistance, c'est plutôt dans l'autre sens, mais quelque chose qui va résister. Donc support ici, pour pas venir casser les supports. Et vous savez quoi? Dans une tendance haussière, on maintient les supports et on va casser les résistances. J'ai anticipé le mot résistance pour la simple raison qu'il y a un autre indicateur ou une autre représentation des flux de capitaux qui nous explique que nous sommes non pas ici sur des supports, mais bel et bien sur des résistances. Ne nous trompons pas là-dessus. Là, par rapport à la capitalisation de la market cap totale des stablecoins, rappelez-vous qu'on avait fait un travail de longue haleine, qu'on travaille depuis maintenant plusieurs mois, j'ai envie de presque dire plusieurs années. Je vous inviterai d'ailleurs à revenir sur
sur ces facteurs-là. Ici, je vous avais dit 42 000 dollars si on vient exactement toucher aux alentours des 9-10% de dominance par rapport au stablecoin. On ne l'a pas touché. On est arrivé à quoi? 47 000 dollars à peu près? Franchement, on n'était pas très très loin de la vérité. On en avait un autre. Lorsqu'on était là-dedans, si on venait chercher ici sur un pullback aux alentours de 13%, on venait chercher les 32 000 dollars. On n'est pas passé très loin, on va pas se mentir par rapport à cette trendline vis-à-vis de ce breakout haussier. On était bien dans une tendance haussière, on avait fait des arrachements haussiers, on était très content de l'observer. On ne l'a pas atteint, on n'a pas atteint les 32 000 dollars. Non, on a atteint aux alentours des 38 000 dollars, pour être tout à fait honnête avec vous. Bon, maintenant qu'on est là-dedans, maintenant qu'on est sur cette situation-là, est-ce qu'on pourrait aller chercher à peu près les 88 000, 89 000 dollars en étant là-dessus? En fait, on l'a déjà fait. Jusqu'à preuve du contraire, on a travaillé sous les 90 000 dollars il y a à peu près une semaine. Mais on est sur quoi là? On est sur une résistance. Donc avant de péter ce truc, ça va pas être de la tarte. Maintenant, on avait des ratios de 1 pour 1 par rapport à la dominance de market cap vis-à-vis du marché crypto. On avait pris un point pivot, juste là, par rapport à un range, haut de range, bas de range, 0,50 du précédent mouvement, et on s'était dit, c'est pas compliqué, on va aller chercher des ratios de 1 pour 1. On était là-dedans à peu près, hein, d'accord? À peu près sur cette trendline-là. Bon, si on vient chercher là 42 000 dollars, on a commencé à aller vers le haut, puis on a fait une structure en M-top, et on allait chercher l'objectif qu'on avait ciblé depuis des semaines et des mois en arrière. Et on va pas s'arrêter maintenant. On a les confirmations. On est sous la résistance. On va pas vendre sur résistance. Ici, à contrario, la dominance vis-à-vis de la market cap. Bon, on l'achète. C'est exactement la même chose qui se trouve, et d'ailleurs, je vous avais donné, avant d'en parler, un indicateur ultime de départ monumental du marché crypto. Je vous l'avais dit, je vous l'avais donné, je crois qu'on en avait parlé il y a 4 ou 6 mois. Je vous le constate à partir de maintenant, je l'avais oublié de vous en parler, mais j'ai envie de vous en parler maintenant. Je vous avais dit, si vous avez une divergence par rapport à la market cap totale des crypto-actifs, donc USDT, USDC, DAI, BUSD, même si c'est plus grand-chose au niveau du BUSD, et que Binance actuellement est en train de retravailler avec un nouveau stablecoin. J'espère que ça fonctionnera bien pour eux, surtout qu'ils viennent de dépasser les 250 millions d'utilisateurs et près de 100 milliards ou 200 milliards de 200 000 milliards de fees, de volume par an de trading qui ont été générés. Donc vous prenez 0,01% là-dedans ou 0,001% là-dedans. Ça fait beaucoup d'argent, soit dit en passant. Je vous avais dit tout simplement sur ces stablecoins que si vous aviez constaté une divergence entre l'action de prix et la capitalisation des stablecoins, c'est qu'il y a des investissements massifs, non pas, je dis bien, non pas sur les ETF, mais bel et bien dans le marché crypto en lui-même. OK? Donc, ce qu'on voulait voir, c'est que la dominance au niveau de la market cap augmente, le nombre de stablecoins augmente et le prix du Bitcoin relatif au reste du crypto total augmente. Donc, on veut les 3 augmentations. OK. On prend le point très exactement de mars 2024 à maintenant. Ça monte. On est d'accord? Vous voyez cette trend, ça monte. C'est haussier. Maintenant, on va aller regarder du côté de Bitcoin. Entre mars 2024 et aujourd'hui. Mars 2024 et aujourd'hui. On va pas se mentir. Ça monte. Et on va regarder par rapport à l'impression monétaire des stablecoins depuis mars 2024. C'est très simple, on va le regarder juste ici. Il faut tout simplement que ça monte. Comme ça, il n'y a pas de rotation au sein même du marché, il y a bien une injection massive au sein de ce marché au niveau de flux de capitaux. On le regarde ensemble. Mars 2024. Il est où mars 2024? Il est là. On va pas se mentir, ça monte. Ça commence. C'est maintenant. Alors, on ne le voit pas de façon très claire sur nos graphiques préférés, hormis les gens qui ont du Bitcoin par rapport à des augmentations au niveau de leur portefeuille, mais qu'on n'attend pas forcément avec des faibles coefficients multiplicateurs. Mais encore faut-il comprendre que Bitcoin est fortement capitalisé. On ne le voit pas sur nos cryptoactifs préférés parce qu'on est dans cette rotation capitalistique au sein de ce marché pour aller se déverser dans nos crypto-pépites préférées. On va d'ailleurs en parler dans quelques instants. Dès lors, je vous montrerai tout simplement des choses et c'est intéressant qu'on le fasse ce lundi. On fait exactement le même travail. Est-ce que ici ça monte entre mars et ici janvier 2025? Oui, ça monte. OK. Est-ce que Crypto Total 2 ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Mars à maintenant, c'est pas la Bérésina, ça monte. Ici Total Market 3, ça monte. Cherchez pas, on a cassé les résistances, c'est boule, on vient chercher les pullbacks, c'est formidable. Hover, est-ce que ça monte? Non, ça monte pas sur Other. Bon sang, pourquoi ça monte pas sur Other? Parce qu'on est full crypto pépite en dessous du Crypto Total 10 et c'est une bonne chose de l'être. Mais malheureusement, le marché ne nous donnera pas, quand on lui demande, ce que l'on veut, tout simplement. Donc prenons ce que le marché a à nous prendre. Si vous avez des opportunités pour pouvoir renforcer les positions en dessous de vos prix d'achat moyens, c'est le moment, pour être tout à fait honnête avec vous, puisque les confirmations multi-time frame
Nous les avons, ni plus ni moins. On se fait peut-être que quelques news et après je vous donnerai, une petite surprise par rapport aux différents narratifs, mais j'avais vraiment envie de vous parler des news, même si on peut parler de l'heure d'info pendant des heures et cetera et également de l'information que nous avons eue, c'était par rapport au chômage, 4,1 à la place de 4,2. Ma foi, plutôt bon pour le marché, je suis très content pour les Américains et je serai toujours derrière les Américains, toujours derrière les Français, toujours derrière les consommateurs finaux. Moi, je m'en fous d'avoir un chômage à 7 si ça me permet de me faire monter mon portefeuille crypto ou mes investissements, technologiques ou, crypto, traditionnels. Je préfère qu'il y ait peu de personnes demandant d'emploi et avoir un portefeuille qui continue à augmenter par rapport à mon propre pouvoir d'achat, plutôt que d'avoir des coefficients multiplicateurs délirants parce qu'en fait, à contrario des Américains. Donc c'est tout simplement une limite que je me fixe. Donc je ne vous dirai pas que c'est il faut absolument qu'il y ait une augmentation du chômage. Je pense que c'est dramatique de dire ça, même si c'est la vérité. Plus vous aurez en fait des dégradations au niveau des indicateurs macroéconomiques en tant que consommateur final, plus ce sera bon pour le marché. Mais il y a quelque chose d'autre qui va être très bon pour le marché et en fait, on y est tous concernés et c'est clairement les news que je voulais vous apporter aujourd'hui. Bon, Bitcoin, plonge sous les 96 000 en raison de la menace du virus HMPV. Une baisse à 90 000 était imminente. C'était le 9 janvier dernier. Bah oui, on y a été à 90 000 jusqu'à preuve du contraire. Il n'a pas fallu s'attendre. Et surtout qu'ils ont posté le truc le même jour. Bon, c'était assez drôle. Donc, oui, oui, on a bien été à 90 000 ou pas très très loin, notamment des 90 000 par rapport à soi-disant une menace qui a été relayée notamment par plusieurs sites traditionnels, mainstream, notamment Journal Token ou investing.com ou token.com, etc. Bon, j'ai regardé un petit peu rapidement parce que j'avais loupé cette news. Je me suis dit, mais il y a un nouveau virus qui arrive un petit peu comme le Covid. Bon, les experts s'accordent. Encore une fois, il y a 99 millions d'experts à peu près partout dans le monde. Vous avez compris un petit peu l'idée, qui pensent que c'est pas forcément grave puisqu'on rentre dans une saison entre guillemets froide en hiver dans beaucoup de parties du monde. Donc, ma foi, au niveau de l'Occident, bah oui, il y a une augmentation au niveau des cas de grippe, il y a une augmentation des rhumes, il y a une augmentation de ce type de pneumopathie ou pneumonie potentiellement aiguë qui peuvent être graves, notamment chez les enfants. C'est toujours pareil, on ne va pas répéter, gestes barrières, portez un masque si vous êtes malade et n'allez pas bosser, notamment en France, profitez de la sécurité sociale parce que on la paye très cher, je vous le donne en mille. Bon, maintenant qu'on a ça, est-ce que oui ou non il y aura un impact saillant par rapport au marché financier vis-à-vis d'une réplique de mars 2020? Non. La réponse est non. C'est sous contrôle. C'est quelque chose qui existe depuis 2001. C'est pas arrivé en Chine, c'est arrivé aux Pays-Bas. Donc, partez toujours du principe que les nouvelles nouvelles ne sont pas des mauvaises nouvelles. Enfin, les anciennes nouvelles ne sont pas des mauvaises nouvelles. La seule chose qui peuvent être considérées comme de mauvaises nouvelles, ce sont donc bel et bien les nouvelles nouvelles. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc, anciennes nouvelles, quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on maîtrise, quelque chose qu'on a déjà évalué, quelque chose qu'on a déjà testé, quelque chose qu'on a ça va, ça fait 25 ans qu'on avait ce truc-là, ça ne peut pas faire partie, de l'équation, bien évidemment, donc je le bâche littéralement d'un revers de main, mais bah, j'espère que les gens qui y sont atteints, bah, seront guéris. Il y a une deuxième chose qui, en fait, peut être un catalyseur par rapport à une situation gravissime, notamment à Los Angeles, par rapport aux gros incendies. Ce n'est pas passé inaperçu. C'est l'incendie du siècle à Los Angeles. Et on parle beaucoup plus des maisons des milliardaires et de Mel Gibson et de Paris Hilton et de tout ce que vous voulez, plutôt que des centaines, et je dis bien des centaines de sinistrés, si ce n'est pas des milliers de sinistrés aujourd'hui, qui ont littéralement tout perdu. Et croyez-le ou non, ce ne sera pas remboursé rubis sous l'ongle par rapport à ce qu'on a investi au sein de notre maison, au sein de notre foyer, et tout le temps et l'amour et la passion qu'on a pu mettre au niveau de notre maison. Bon, ça c'est le premier point. Donc, ce qui se passe, c'est grave. Assurance, pas assurance, ingérence de l'État, pas ingérence de l'État, subvention, pas subvention, aide exceptionnelle, pas aide exceptionnelle. Ce qu'il faut juste comprendre par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement, ça ravive surtout la flamme, sans manger jeu de mots, du changement climatique. Et ce changement climatique va être le catalyseur ultime des marchés financiers dans sa grande splendeur au sein de ce système économique mondial. Merci d'être resté avec moi jusqu'à ce passage de la vidéo parce que c'est le plus important que je voulais vous témoigner. Il y a une étude qui est passée il n'y a pas très longtemps. Climat, les émissions passées vont amputer nos revenus de près de 20% d'ici 2025, ce qui représente, tenez-vous bien, 38 000 milliards de dollars par an. C'est l'impact économique du changement climatique revenu d'ici 2050. Waouh! On prend 25 ans, l'impact du changement climatique par an au niveau mondial serait estimé à 38 000 milliards de dollars par an. J'aimerais juste qu'on mette en corrélation
en cohérence par rapport à l'endettement mondial aujourd'hui, qui vient tout juste de dépasser les 100 000 milliards de dollars. Mais les 100 000 milliards de dollars, ça fait 150 ans qu'on est en train de l'alimenter. Là, on est en train de nous expliquer sur certaines études qu'on aime ou qu'on n'aime pas, juste même si c'est 2 fois moins, même si c'est 10 fois moins, en fait, le montant est colossal au niveau du coût du changement climatique. Mais c'est pas le coût par rapport à une ingérence, par rapport à une insouciance, par rapport à on trie pas nos déchets, etc. C'est l'impact et l'empreinte humaine qui coûterait par rapport à nos systèmes de vie actuels vis-à-vis de nos économies, comment elles fonctionnent sur des ressources dites gratuites, si vous voulez. 38 milliards de dollars. Maintenant, on va juste prendre du recul et comment ça peut devenir une opportunité, mais une déflagration pour l'humanité, notamment les plus pauvres d'entre nous. Et ayons-les toujours en tête. Il faudra bien les trouver, ces 38 000 milliards de dollars. Ils vont être trouvés où, à votre avis? Dans l'impression monétaire. Ni plus ni moins. Ce sera de l'impression monétaire acharnée. On dépassera les 100 000, puis les 1 million, 2 milliards de dollars d'endettement au niveau mondial, jusqu'à ce qu'on reprenne nos 4 grands ou nos 3 grands principes: perte de confiance, perte d'espoir, perte de croissance. On n'aura pas le choix si on veut continuer à avoir la continuité de notre système économique mondial tel qu'on l'a construit. Et c'est pas si vieux que ça, à peu près 150 ans, 200 ans, qu'on a tenté de construire et bâtir par de la dette notre système financier. Maintenant, je vous avais dit par rapport à Bitcoin, il faut absolument que si on veut que nos crypto-monnaies grandissent, que le consensus s'accorde à dire que Bitcoin ne sert strictement à rien. Et il faut que ce foutu Bitcoin ne sert à rien. Même pas, je veux pas en faire des bijoux. Regardez l'or. Dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, à quoi sert le gold? À quoi sert l'or? C'est joli, une bague. Mais ça reste un artifice. Un bijou sur l'or, c'est comme un BRC20 ou un NFT sur Bitcoin. C'est bien, ça fonctionne, c'est joli, on possède un truc, ça sert à rien. Et on veut que Bitcoin ne sert à rien. On veut surtout pas que Bitcoin devienne demain, de près ou de loin, une monnaie ou une monnaie cash du digital 2.0 ou de la monnaie d'Internet. Surtout pas. Vous avez 1 million de crypto-monnaies qui font beaucoup mieux que lui. Ce qu'on veut, c'est que Bitcoin devienne le collatéral de tout le dérèglement et la défiance du système financier mondial. Maintenant que vous avez ça, et que vous avez bien ancré, ou que vous tentez potentiellement de me suivre sur cet ancrage comme Bitcoin, non pas en termes d'utilité, mais en termes de collatéral et de réserve de valeur. Juste pour que les États, les continents et les gens se fassent confiance entre eux. Si vous avez du Bitcoin, ne le dites pas à votre voisin, ne le dites pas aux vos impôts, ne le dites à personne. On finira par venir nous le chercher très probablement si celui-ci devient un consensus de réserve de valeur, soit dit en passant. Mais encore faut-il qu'il ne serve strictement à rien et qu'on utilise d'autres crypto-monnaies, d'autres blockchains pour pouvoir utiliser ou en tout cas transférer de la valeur. Le fait que au niveau de l'or, il soit dans Fort Knox aux États-Unis ou qu'il soit au niveau de la Banque de France en région parisienne, en France, on parle de près de 1200 tonnes encore aujourd'hui détenues dans les caisses de la France. Il ne bouge pas cet or. Comme tous les bitcoins aujourd'hui, ne bougent, la quasi-totalité des bitcoins ne bouge pas. C'est une toute petite partie du supply qui bouge. Et il faut que ça conserve dans cette idée-là. Mais comprenez-le comme ça. L'argent qui va arriver sur ce secteur-là va devoir et va pouvoir ruisseler de façon démesurée sur l'ensemble du secteur des crypto-monnaies, les plus résilientes, peut-être à ce moment-là les plus capitalisées. Mais il faudra bien collatéraliser ces 38 000 milliards de dollars d'ici les 25 prochaines années en estimatif, quelque part. Il faudra bien à un moment donné avoir un collatéral, avoir un porte-à-faux, si vous voulez. Et aujourd'hui, celui qui commence à être trouvé, ou en tout cas accepté, notamment du côté des États-Unis, et ça a été un volte-face royal côté de Donald Trump vis-à-vis des États-Unis, mais plus par rapport à une administration, de créer des réserves stratégiques de Bitcoin, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle, à cet instant T, ce qu'on est en train de préparer ici, et peut-être qu'on finira cette vidéo, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais on a commencé à parler de Bitcoin il y a encore quelques années en arrière comme un destructeur de l'environnement, et aujourd'hui, ça va peut-être sauver l'environnement parce qu'il va pouvoir collatéraliser, tel un pacte de confiance, les investissements massifs pour pouvoir tenter de réguler
peu importe nos niveaux de connaissances vis-à-vis de la crise climatique, et cetera. Mais en tout cas, tenter d'atténuer ou de repousser une échéance, à venir, peut-être irrémédiable, dans les, peut-être 10, 20, 30 ou 100 prochaines années. Et c'est en ça, en fait, que je m'inscris pleinement dans cette logique. J'avais tweeté ceci. Si vous n'êtes pas sur Twitter, je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre sur Twitter, toujours sympa. Je vous avais tweeté ça. Prenez-le en considération. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Yes, ça va fonctionner. Les attentes de 2025. Réserve stratégique nationale. Adoption institutionnelle. Adoption par les GAFAM. Intégration gouvernementale. Soutien politique croissant. Bitcoin s'impose. Excusez-moi du peu. Comme un catalyseur économique global, ceci n'est pas pris en compte par le marché. Ceci est le commencement. C'est donc bel et bien haussier. J'ai tweeté une deuxième chose, et finalement, je vous en parlerai donc demain de ceci, puisque je vous avais préparé un travail sur 10 narratifs, mais on n'aura pas le temps, donc je préfère vous le faire pour demain, et on ira le pousser avec les académiciens tout à l'heure, on aura beaucoup plus de temps. L'IA générative a épuisé l'intégralité des connaissances humaines disponibles. C'est fou, mais c'est vrai. Il semblerait que plusieurs études, notamment GAFAM, hein, s'accordent à dire qu'en fin 2024, donc ça a été là, c'était imminent, enfin c'était récemment, que l'intégralité des connaissances humaines disponibles, notamment sur la toile et sur différents canaux, différents archives, ont littéralement été lues, consommées et triées, stockées par les intelligences artificielles, notamment conversationnelles et génératives. Elle excelle en optimisation. On le voit pour celles et ceux qui utilisent GPT, je l'utilise personnellement, c'est violent. Mais attention à ne pas confondre vis-à-vis de l'intuition humaine. En fait, la bulle, si on pense qu'on est dans la bulle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, celle-ci éclatera si aujourd'hui le consensus ou demain le consensus confond outil surpuissant, catalyseur de connaissances, avec un outil de remplacement de notre propre condition humaine. C'est très exactement l'erreur que nous avons faite en l'an 2000. On a confondu outils Internet surpuissants, catalyseur, galvaniseur, ultra productif et remplacement de la condition humaine. Mais on est bien d'accord aujourd'hui, et je finirai là-dessus, que l'outil d'Internet tel qu'on nous l'a dépeint pendant 30 ans, on l'a dompté. Et aujourd'hui, on reprend exactement les mêmes artifices. L'IA va devenir incontrôlable. L'IA va faire des choses qu'on n'a pas envie qu'elle fasse. L'IA va jusqu'à ce qu'on arrive à la dompter. Et il faut penser aujourd'hui qu'on doit la dompter. Ça revient exactement au même de se remettre dans la situation du Covid-19. Vous aviez deux camps. On va tous mourir ou on va tous s'en sortir. En tout cas, on va essayer de s'en sortir de la meilleure des manières et le plus nombreux possible. Essayez toujours de choisir l'optimiste. Si vous devez faire des investissements, ne vous laissez pas envahir par des peurs, par des pensées limitantes, même si c'est les plus grands savants et les prix Nobel d'économie, d'informatique, de l'intelligence artificielle, du plus grand génie de Steve, on s'en fout complet. Choisissez l'optimiste. L'investissement, c'est investir sur de l'optimiste, sur un monde meilleur. Si vous ne voulez pas et si vous ne croyez pas en un monde meilleur, n'investissez pas. Investissez en tout cas sûrement pas sur les marchés financiers et encore moins les marchés crypto. Choisissez l'optimiste, on se sentira beaucoup mieux et c'est beaucoup plus facile de travailler et d'avancer et de progresser dans l'optimiste que dans la peur. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Demain, on se fait une nouvelle masterclass sur 10 narratifs. Il y avait tellement de choses à vous dire aujourd'hui, j'en suis désolé, mais on aura beaucoup plus de temps demain et je commencerai par ça. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ciao, ciao.